Imaginez un matin, le 15 octobre 1987, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Vous avez 7 ans, Philippe Sankara, le fils du président. Mais vous ne comprenez pas vraiment ce que cela signifie. Le matin, vous êtes allé à l'école, une journée normale. Le professeur a donné cours. Vous avez joué avec vos amis. Vous avez déjeuné. Tout était normal. 16 heures. Vous êtes rentré à la maison. Vous avez ouvert la porte. Maman pleurait. Son visage était blanc. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce qui s'est passé, maman ? Elle ne pouvait pas répondre. Elle a juste pleuré. Puis elle a dit « Ton père est mort. Vous êtes resté figé. » Quoi ? Comment ? Il a été abattu. En réunion. Blaise l'a fait. Vous n'avez pas compris. Hier soir, ils s'étaient réconciliés, avait dit maman. Ils avaient ri comme des écoliers. Était-ce un mensonge ? Tout était-il mensonge ? Cette nuit-là, des soldats sont venus, dans l'obscurité, des armes, des cris. « Sortez, on va vous tuer !» Maman vous a pris, vous et votre petit frère Auguste. Vous avez fui par la porte arrière. Vous vous êtes réfugiés chez le voisin. Le lendemain, on vous a fait monter dans un avion. Pour le Gabon, puis pour la France. Montpellier, sud de la France. Vous n'êtes jamais revenu. Votre père est resté dans une tombe anonyme. 28 ans. Personne ne savait où. Vous avez grandi en exil, dans un pays étranger, dans une langue étrangère, sans père, sans patrie. Vous avez attendu la justice. 37 ans ont passé. Voici l'histoire de Philippe Sankara, le fils aîné de Thomas Sankara, l'héritier du Che Guevara de l'Afrique, l'enfant de l'exil, le visage de la lutte pour la justice et le porteur d'une douleur sans fin. Les débuts. Être le fils du président Philippe Sankara est né le 10 août 1980 à Ouagadougou, au Burkina Faso. À l'époque, le pays s'appelait encore Haute-Volta. Son père, Thomas Sankara, avait 30 ans. C'était un jeune leader militaire, capitaine, pas encore président. Mais il s'intéressait à la politique. Il rêvait de révolution. Il voulait le changement. Sa mère, Mariam Sankara, avait 27 ans. Née le 26 mars 1953. Elle avait étudié l'économie. C'était une femme forte. Elle était mariée à Thomas. Philippe était leur premier enfant. Grande joie. Philippe a grandi comme un enfant normal. Il jouait, il courait avec ses amis. Il ne savait pas encore que son père était quelqu'un d'important. La maison était modeste. La vie était simple, mais heureuse. La Révolution. 4 août 1983. Quand Philippe avait 3 ans, la vie de son père a changé. Le 4 août 1983, il y a eu un coup d'État. Thomas Sankara est devenu président. Il avait 33 ans. L'un des plus jeunes leaders d'Afrique, Philippe avait 3 ans. Il est soudainement devenu le fils du président. Mais son père était un président différent. Il n'a pas acheté de voiture de luxe. Il ne vivait pas dans un palais. Pas de Mercedes. Son salaire était de 450 $ par mois. Très peu. Si le peuple est pauvre, je dois être pauvre aussi, a dit Thomas. Leur maison était modeste, une maison ordinaire. Leur repas était simple. Ils mangeaient ce que le peuple mangeait. Philippe n'a pas grandi comme un enfant riche. Pas comme les autres enfants de présidents. Il a vécu comme un enfant normal. Burkina Faso, le pays des hommes intègres. En 1984, Philippe avait 4 ans. Le nom du pays a changé, de Haute-Volta à Burkina Faso. Le pays des hommes intègres, en langue mouré et dioula. Thomas avait choisi ce nom. Nouvelle identité. Libération du passé colonial. Thomas a fait de grandes révolutions. Philippe regardait son père. Il a planté 10 millions d'arbres contre la désertification. Il a renforcé les femmes. Il a lancé des campagnes d'alphabétisation. Des centaines de milliers de personnes ont appris à lire. Des programmes de vaccination. Des millions d'enfants ont été vaccinés. Philippe voyait son père fatigué mais heureux. Il rentrait à la maison le soir. Je change mon pays, mon fils, disait-il. Je donne de l'espoir aux pauvres. Je combats les riches. C'est difficile mais nécessaire. Quand Philippe a eu 5 ans, il répondait au téléphone à la maison. Il transmettait des messages à son père. « Papa, quelqu'un t'a appelé ?» Thomas souriait. « Merci Philippe, tu es mon petit assistant. » Philippe aimait ça. Aider son père. En 1982, son petit frère Auguste est né. Le 21 septembre. Maintenant, il y avait 2 fils. Philippe était maintenant grand frère. Il avait une responsabilité. Il devait prendre soin d'Auguste. La dernière année, tension et danger. En 1987, Philippe avait 7 ans. Il avait commencé l'école. Il avait des amis. La vie semblait normale. Mais quelque chose avait changé. Son père était différent, fatigué, tendu, inquiet. Quand il rentrait à la maison le soir, il était silencieux. Il parlait longuement avec sa mère. Philippe entendait. Il parlait de Blaise. Blaise Compaoré, le meilleur ami de son père, compagnon de coup d'État. Mais maintenant, il y avait un problème. « Il y a un problème, papa ?» demanda Philippe. Thomas essaya de sourire. « Non, mon fils, tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Philippe le sentait. La nuit du 14 octobre, Thomas et Blaise se sont disputés. Une longue dispute, des mots durs. Mais finalement, ils semblaient s'être réconciliés. Thomas est rentré à la maison. Il a parlé avec Mariam jusqu'à 3 heures du matin. « Je me suis réconcilié avec Blaise, dit-il. On a ri comme des écoliers.
Mariam était soulagée. Philippe aussi était soulagé. Ce jour-là, 15 octobre 1987, jeudi, Philippe s'est réveillé le matin. Une journée normale, il a pris son petit déjeuner, il est allé à l'école, mathématiques, français, il a joué avec ses amis, tout était normal. L'après-midi, vers 16 heures, Philippe était à l'école. Son petit frère Auguste était à la maison avec maman. Il avait 5 ans. Il jouait. Papa Thomas était en réunion au Conseil de l'Entente. Il portait un survêtement rouge. Il ferait du sport ce soir. Vers 16 heures, des soldats sont entrés dans la réunion, avec des armes. Les hommes de Blaise Compaoré, des coups de feu, de terribles coups de feu. Thomas Sankara est tombé, 12 balles dans la poitrine, dans le dos, dans la tête. 12 de ses amis ont aussi été tués. À 13 personnes, dans une salle de réunion. Une seule personne s'est échappée en sautant le mur. Philippe était à l'école. Il ne savait rien. Il résolvait des problèmes de mathématiques. Il ne savait pas que son père avait été assassiné. L'école s'est terminée. Philippe est rentré à la maison. Il a ouvert la porte. Maman était dans le salon. Son visage était blanc. Ses yeux étaient rouges. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Mariam ne pouvait pas répondre. Ton père est mort. Philippe s'est figé. Qu'est-ce que tu as dit? Ton père est mort, mon fils. Comment c'est possible? Hier vous vous êtes réconciliés. Mensonge. Tout était mensonge. Comment est-il mort? Il a été abattu. En réunion. Blaise l'a fait. Philippe s'est assis. Ses jambes ne le portaient plus. Il avait 7 ans. Il avait perdu son père. Son père président avait été assassiné par son meilleur ami. Auguste pleurait. Où est papa? Papa ne reviendra pas, mon fils. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Ça veut dire quoi mourir? Ça veut dire qu'on ne le verra plus jamais. Jamais, jamais. La fuite, cette nuit terrible. Le soir est tombé. L'obscurité s'est installée. Philippe et Auguste étaient à la maison. Ils attendaient avec peur. Qu'allait-il se passer maintenant? Vers minuit, des bruits sont venus, des camions, des soldats, des armes. Ils ont frappé à la porte. « Ouvrez !» Des coups de feu. « On va vous tuer !» Mariam s'est figée. Ils avaient tué son mari. Maintenant, ils allaient tuer ses enfants. Non, elle a pris Philippe et Auguste. Soyez silencieux. Ils sont sortis par la porte arrière. Ils étaient dans l'obscurité de la nuit. Ils ont couru chez le voisin. Ils vont nous tuer. Cachez-vous ici, Philippe tremblait. Ils vont nous trouver, maman? Non, mon fils, je vais vous protéger. Auguste pleurait. Philippe a pris son frère. N'ayez pas peur, je suis là. Le matin est arrivé. Les soldats s'étaient partis, mais ils devaient fuir. Le président gabonais Omar Bongo a envoyé un avion. Venez, je vais vous protéger. Philippe, Auguste et Mariam sont allés à l'aéroport. Ils sont montés dans l'avion. Ils ont regardé par la fenêtre Ouagadougou, leur maison. Adieu. On va enterrer papa, n'est-ce pas, maman? Mariam a pleuré. Non, mon fils, ils ne le permettent pas. Pourquoi? Parce que les méchants ont gagné. Thomas Sankara avait été enterré dans une tombe anonyme, rapidement, en secret, avec ses 12 amis. Personne ne savait où. L'exil, Gabon et France. Au Gabon, Philippe et Auguste étaient en état de choc, traumatisés. 2 jours plus tôt, leur père était là. Maintenant, ils étaient en exil, dans un pays étranger. Quelques mois plus tard, ils sont allés en France. Danielle Mitterrand les a aidés, l'épouse du président français. Montpellier, sud de la France. Philippe avait 8 ans. Auguste avait 6 ans. Un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle école. Tout était nouveau, tout était difficile. Le premier jour à l'école, le professeur a demandé « Parlez de votre famille ». Les enfants ont parlé. « Mon père est médecin, mon père est ingénieur ». C'était le tour de Philippe. Philippe s'est tu. Que dire? Comment raconter? Dire « Mon père est mort ». Dire « Mon père était président, mais il a été assassiné ». Je ne sais pas, dit-il. Le professeur était surpris. Comment tu ne sais pas? Je ne sais pas. Il s'est assis, il a baissé la tête. À la récréation, les enfants ont demandé « Pourquoi tu ne sais pas ?» Philippe s'est enfui. Il n'a pas répondu. Il a pleuré aux toilettes. Grandir, être un enfant, un exil, les mois ont passé. Les années ont passé. Philippe a appris le français. Il s'est habitué à l'école. Il s'est fait des amis. Mais il était toujours différent. L'enfant africain, l'enfant de l'exil, le fils du père mort. Quand il a eu 10 ans, sa mère lui a raconté plus de choses. Ton père était un grand leader, les gens l'aimaient, il aidait les pauvres. Mais les riches ne l'aimaient pas, la France ne l'aimait pas, parce qu'il était contre leur système. Alors pourquoi sommes-nous en France? Parce que nous n'avions nulle part ailleurs où aller. Mais la France n'aimait pas papa, tu as dit. Oui, mais Danielle Mitterrand nous a aidés. Philippe essayait de comprendre. C'était compliqué. C'était de la politique. Quand il avait 12 ans, ses camarades de classe ont parlé de l'Afrique. L'Afrique est très pauvre. Il y a des dictateurs. Philippe s'est fâché. Mon père n'était pas un dictateur. Il était révolutionnaire. Qui était ton père? Thomas Sankara. Personne ne connaissait. Philippe a compris. Personne ne connaissait son père. Dans les années qui ont suivi, Philippe a essayé de vivre une vie normale, mais ce n'était pas facile. À l'adolescence, il a commencé à lire sur son père, des livres,
des articles. Il a découvert que Thomas Sankara était célèbre dans certains cercles, les militants de gauche, les panafricanistes, les révolutionnaires, mais pas dans les écoles françaises, pas parmi ses camarades de classe. La quête de justice commence. À 15 ans, Philippe a parlé avec sa mère. « Maman, est-ce qu'on reviendra un jour ?»« Je ne sais pas, mon fils. Compaoré est toujours au pouvoir. »« Alors on va attendre pour toujours ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut demander justice. On peut porter plainte. » Mariam a réfléchi. Il avait raison. En 1997, Mariam est passée à l'action. Philippe avait 17 ans. 10 ans après la mort de Thomas. Ils ont porté plainte devant la haute cour d'Ouagadougou. Ils ont demandé une enquête. Ils ont demandé la correction du certificat de décès. Ils disaient « mort de cause naturelle ». Mensonge. Il avait été tué par 12 balles. Ils ont lancé une campagne internationale. 22 avocats, du Canada, d'Afrique, d'Europe. Le coordinateur était Aziz Fall, un activiste de Montréal, admirateur de Thomas Sankara, fils d'une famille sénégalaise immigrée. Il avait vu la révolution de Sankara dans les années 80. Il était devenu militant. Il allait se battre pendant 30 ans pour la justice. Le processus était long, frustrant. Le gouvernement de Compaoré bloquait tout. Les avocats au Burkina Faso avaient peur. Les témoins se taisaient. La pression internationale était la seule arme. En 2006, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a décidé. La famille Sankara a le droit de connaître les circonstances de la mort du père. Le Burkina Faso doit mener une enquête. Philippe avait 26 ans. Il avait espoir. Enfin, l'ONU est de notre côté. Mais Compaoré s'en fichait. La décision n'a pas été appliquée. Rien n'a changé. Le gouvernement a simplement réémis le certificat de décès pour montrer qu'il n'était pas mort de cause naturelle. Mais pas d'enquête, pas de justice. Le gouvernement a même essayé de les pacifier. Il a offert des milliers de dollars de compensation à Mariam et ses fils. Argent du sang. Ils ont refusé. Nous ne voulons pas d'argent. Nous voulons la vérité. L'Amérique. Nouveau départ. Dans la vingtaine, Philippe est allé en Amérique. Auguste aussi. New York. 2 frères ensemble. Ils ont étudié. On ne sait pas exactement quoi. Et certaines sources disent qu'ils étaient étudiants aux États-Unis en 2015. Ils ont construit leur vie, loin du Burkina Faso, loin de la France. Un nouveau départ, mais le passé ne les quittait jamais. Chaque 15 octobre, ils se souvenaient. Chaque anniversaire de la mort de leur père. 30 ans, 31 ans, 32 ans. Le temps passait. Compaoré restait au pouvoir. En 2014, Philippe avait 34 ans. Auguste, 32 ans. Octobre. Un soulèvement a eu lieu au Burkina Faso. Les gens sont descendus dans les rues. Compaoré voulait modifier la constitution pour rester au pouvoir encore plus longtemps. Le peuple a dit non. Philippe a regardé les nouvelles depuis New York. Des milliers de personnes dans les rues, des jeunes. Ils portaient des posters de Thomas Sankara. « L'esprit de Sankara vit !» criait-il. « Compaoré doit partir !» Le 31 octobre 2014, Compaoré a démissionné. 27 ans au pouvoir. Fini. Il s'est enfui en Côte d'Ivoire, en exil. Comme les Sankara avaient été forcés à l'exil. Philippe a pleuré. Enfin, c'est fini. Il a appelé Auguste. « Tu as entendu ? Oui. On peut revenir ? Pas encore. Ce n'est pas encore sûr. » Ils avaient raison d'être prudents. Le pays était instable. Un gouvernement de transition était en place. L'ouverture de la tombe, 28 ans plus tard. En mai 2015, le nouveau gouvernement de transition a décidé. La tombe de Thomas Sankara serait ouverte. Une autopsie serait faite. Enfin, 28 ans après sa mort. Philippe et Auguste ont fourni des échantillons d'ADN envoyés d'Amérique pour confirmer l'identité. En mai, la tombe a été ouverte. 28 ans plus tard, dans un cimetière à la périphérie d'Ouagadougou, 13 cercueils, Thomas Sankara et ses 12 amis, enterrés ensemble, dans l'anonymat, les corps ont été exhumés, envoyés pour analyse. Les experts devaient tester les restes contre les échantillons d'ADN. Le gouvernement de transition a également demandé à la France de déclassifier les archives concernant la mort de Sankara. La France avait-elle soutenu le coup d'État ? C'était la question. En octobre 2015, les résultats sont arrivés. Le rapport d'autopsie. L'avocat de la famille a fait une déclaration. Philippe a regardé à la télévision depuis l'Amérique. Les restes supposés de Sankara sont criblés de balles. 12 balles. Dans la poitrine, dans le dos, dans la tête. C'est un meurtre. Philippe a pleuré. Il avait 35 ans. 30 ans après la mort de son père. Papa, enfin le monde sait. Enfin la vérité est connue. Justice. 35 ans plus tard. En octobre 2021. 34 ans plus tard. Le procès a commencé. À Ouagadougou. Blaise Compaoré et 13 autres personnes ont été jugées pour l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Compaoré était en Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu. Il a été jugé par contumace. Il a toujours nié toute implication. Mais les preuves s'accumulaient. Des témoins, des documents, le rapport d'autopsie. Le procès a duré 6 mois. Des témoins ont été entendus. L'homme qui avait sauté le mur et survécu a témoigné. Il a raconté ce jour-là. Les soldats qui sont entrés, les coups de feu, le massacre. En avril 2022,
le jour du verdict. Philippe était devant son écran, en Amérique, 41 ans, attendant, tremblant. Le juge a lu le verdict. Blaise Compaoré est condamné à la prison à perpétuité, par contumace. Philippe a pleuré. La justice est arrivée. Gex de Olsa, 35 ans de retard. Mais elle est arrivée. Aujourd'hui, elle est arrivée. Mais il y avait un problème. Un gros problème. Compaoré était en Côte d'Ivoire, libre, vivant sa vie. La Côte d'Ivoire n'a pas demandé son extradition. Il ne serait pas emprisonné. La condamnation était symbolique, importante, mais pas la vraie justice. Aujourd'hui, 44 ans. Aujourd'hui, Philippe a 44 ans. En 2026, 39 ans ont passé depuis ce jour terrible. Le 15 octobre 1987. Il a passé la majeure partie de sa vie en exil, en France, en Amérique. Il vit toujours en Amérique. On ne sait pas exactement quel travail il fait. Il garde sa vie privée secrète. Est-il marié? A-t-il des enfants? On ne sait pas. Ce qu'ils ont dit dans une interview en 2014, l'après-midi du 15 octobre 1987, nous n'avons rien compris de ce qui se passait. Le ciel s'est assombri. On nous a emmenés loin de la maison, puis loin du pays. Et ils ne sont pas tendres avec Blaise Compaoré. Si Blaise Compaoré a une conscience, nous le laissons avec sa conscience. Leur mère Mariam a 73 ans. Elle est toujours en France, mais elle pense à revenir. Un jour, je reviendrai au Burkina Faso. Ma mère est là-bas. Mes frères sont là-bas. Je reviendrai. Philippe et Auguste reviendront peut-être aussi. Peut-être, mais ce n'est pas facile. 39 ans d'exil. La majeure partie de leur vie s'est passée dans des pays étrangers. En France, en Amérique. Le Burkina Faso est maintenant un pays étranger pour eux. La France a soutenu l'assassinat de notre père, disent-ils. Être forcé d'y vivre était très douloureux, mais nous n'avions pas d'autre choix. Le réenterrement. Février 2023. En février 2023, Thomas Sankara a été réenterré à Ouagadougou, 36 ans après sa mort, avec une cérémonie d'État honorable, avec ses 12 amis, sur le lieu de l'assassinat, au Conseil de l'Entente. Un monument a été construit, un mémorial. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie. Des jeunes, des personnes âgées, des militants, des citoyens ordinaires. Ils portaient des posters de Thomas Sankara. Ils chantaient des chansons révolutionnaires. Ils pleuraient, ils applaudissaient. Un prêtre a parlé lors de la cérémonie. Ils les ont tués, mais ils n'ont pas tué la vision. Ils n'ont pas éteint la mission. Thomas Sankara vit, dans ses idées, dans ses enfants, dans la jeunesse. Philippe et Auguste n'étaient pas à la cérémonie. Ils étaient en Amérique, trop loin, trop douloureux. Mais leur cœur était là, avec leur père, enfin enterré dignement, enfin honoré. L'héritage, les fils de Thomas Sankara. Thomas Sankara est mort à 37 ans, le 21 décembre 1949 au 15 octobre 1987. Trop jeune, trop tôt. Il n'a été président que 4 ans. Du 4 août 1983 au 15 octobre 1987. Mais il a laissé une trace indélébile. Il a laissé 2 fils, Philippe et Auguste. Ils vivent, ils se souviennent, ils racontent, ils luttent. Notre père était un homme intègre, disent-ils. Quand il est mort, son salaire était de 450 $ par mois, une voiture, 4 vélos, 3 guitares, un réfrigérateur, un congélateur cassé, c'est tout. Mais il vit dans le cœur de millions de personnes. C'est quelque chose qu'aucune richesse ne peut offrir. En Afrique, Thomas Sankara est une légende, un héros. Les jeunes le considèrent comme une idole. Ses posters sont sur les murs, son nom dans les chansons, son histoire dans les livres. Des universités étudient sa pensée. Des militants citent ses discours. Philippe et Auguste portent cet héritage avec fierté, mais aussi avec douleur, parce qu'ils ont perdu leur père à 7 et 5 ans. Ils ont perdu leur enfance. Ils ont perdu leur pays. Ils ont perdu tout. Conclusion. L'histoire de Philippe Sankara n'est pas seulement l'histoire d'un enfant. C'est l'histoire de l'Afrique, des coups d'État, des assassinats, des exils, de la quête interminable de justice. Il a perdu son père à 7 ans, assassiné. Cette nuit-là, ils ont fui leur maison. Les soldats venaient pour les tuer. Ils sont montés dans l'avion. Gabon, puis France. Ils ne sont jamais revenus. 39 ans ont passé. Philippe a maintenant 44 ans. Il a passé la majeure partie de sa vie en exil, mais il s'est battu avec sa mère, avec son frère, avec 22 avocats. Ils ont demandé justice. Ils sont allés à l'ONU, ils sont allés aux tribunaux, ils ont attendu, ils ont espéré et ils ont gagné. 35 ans plus tard, mais ils ont gagné. Compaoré a été condamné à perpétuité. La vérité est sortie. Le monde sait. Thomas Sankara a été assassiné. Ce n'était pas une mort naturelle, c'était un meurtre. Philippe et Auguste sont-ils en paix maintenant? Non, parce que Compaoré est toujours libre, en Côte d'Ivoire, vivant confortablement. La justice n'est pas complète, mais la vérité est sortie. L'histoire a été corrigée. C'est déjà quelque chose. L'héritage de Thomas Sankara vit, grâce à ses fils.
ils racontent l'histoire, ils poursuivent la lutte, ils gardent la mémoire vivante. Le Che Guevara de l'Afrique est mort, mais ses idées ne sont pas mortes. Ses fils vivent, et tant qu'ils vivent, Thomas Sankara vit. La révolution n'est pas dans une personne, elle est dans l'idée, et l'idée est immortelle. Philippe Sankara est devenu orphelin à 7 ans. À 44 ans, il se bat toujours, pour la justice, pour la vérité, pour la mémoire de son père. Et ce combat continuera, tant que le nom de Thomas Sankara sera prononcé, tant que le Burkina Faso sera le pays des hommes intègres, tant que les jeunes Africains porteront son poster, tant que l'injustice existera. Le combat continue. Imaginez, vous avez 6 ans, votre père est le président du Libéria, un homme puissant, un leader. Mais pour vous, c'est juste papa. Le 9 septembre 1990, ce jour-là tout change. Votre père va à une réunion de paix, mais c'est un piège. Le chef rebelle, Prince Johnson, le capture. Votre père est tué, de manière très cruelle. Cette nuit-là, vous et vos frères et sœurs fuyez. Maman est paniquée. Vite, vite! Il cible tous ceux de l'ethnie Crâne, l'ethnie de votre père. Votre ethnie, vous partez en exil en Angleterre. 35 ans passeront. Le corps de votre père sera perdu. En 2025, il sera retrouvé. Il sera enterré avec des funérailles d'État. Mais maintenant, vous avez 45 ans. Vous essayez de retourner au Libéria. Votre famille est brisée. Certains défendent l'honneur de votre père. D'autres restent silencieux. Certains veulent se venger. D'autres demandent le pardon. Vous vous posez tous la même question. Pourquoi cela est-il arrivé? Voici l'histoire des 4 enfants de Samuel Doe. Coup d'État, disparition et exil. Les victimes innocentes de la période la plus sombre du Libéria. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, d'écrire un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est très précieux pour moi. Les enfants. Un aperçu rapide. Samuel Doe avait 4 enfants avec son épouse Nancy Doe. Leurs noms, Samuel Canyon Doe Jr., Varney Ezekiel, Fala Doe, Veronica Mami Doe et d'autres. Il avait également d'autres enfants issus de différentes relations, comme Selu Doe Ado. En 1990, quand Samuel Doe a été tué, ses enfants étaient très jeunes. Les plus âgés avaient une dizaine d'années, les plus jeunes 5 ou 6 ans. Ce jour-là, leur vie a changé. Leur mère Nancy les a pris, a fui le Libéria. Ils sont allés en Angleterre. Ils y ont grandi. Ils y sont allés à l'école. Ils y sont devenus adultes. Ils sont restés en exil pendant 35 ans. En 2025, leur mère Nancy est décédée. La même année, le corps de leur père Samuel a été retrouvé, enterré avec des funérailles d'État. Aujourd'hui, les enfants essaient de retourner au Libéria. Ils veulent de la justice pour leur père. Mais la famille est divisée. Il y a des disputes, des désaccords. Certains défendent l'héritage de leur père, d'autres restent silencieux. Passons maintenant à l'histoire principale. Qui était Samuel Doe? Comment est-il devenu président? Et pourquoi a-t-il connu une fin si douloureuse? Samuel Doe. Du village au palais le 6 mai 1950 et 1, village de Touzon, comté de Grand-Guédé, Libéria. Un petit village, au milieu de la forêt, une famille pauvre, l'ethnie Crâne. Ce jour-là, un bébé naît. Son nom est Samuel Canyon Doe. Sa famille est agricultrice, pauvre. Mais Samuel veut aller à l'école. À 16 ans, il termine l'école primaire, puis il s'inscrit dans un lycée baptiste, mais il n'y a pas d'argent. L'école coûte cher. En 1969, à 18 ans, Samuel rejoint l'armée. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'éducation dans l'armée, des bourses. Il peut obtenir un diplôme de lycée. Mais la vie prend une autre tournure. Il est enrôlé dans l'armée, mais il n'est pas envoyé à l'école. Il est affecté à des tâches militaires. Il travaille dans des garnisons. Il dirige des prisons. Il sert à Monrovia. 10 ans passent. Samuel monte en grade. Il devient caporal, puis caporal-chef, puis sergent-chef. Le 11 octobre 1979, il est promu au rang de sergent-chef. Il devient administrateur du 3e bataillon. Pendant ce temps, Samuel réalise quelque chose. Au Libéria, il y a 2 classes. Première classe, les Américo-Libériens, descendants d'esclaves affranchis venus d'Amérique. Ils ont fondé le Libéria en 1822. Maintenant, ils dirigent le pays. Ils sont riches, éduqués, puissants. Deuxième classe, les Libériens autochtones. Crâne, Jio, Mano, autres ethnies. Pauvres, non éduqués, citoyens de seconde classe, dans leur propre pays. Samuel est en colère. Pourquoi? Parce que depuis 1822, ce sont toujours les Américo-Libériens qui ont dirigé le Libéria. Les Libériens autochtones ne sont jamais arrivés au pouvoir. Ils n'ont jamais été présidents. Il y a d'autres soldats autochtones dans l'armée. Crâne, Jio, Mano, tous sont en colère. Tous pensent la même chose. Quand cette injustice prendra-t-elle fin? Samuel parle entre eux. Il fait des plans. Il attend. 12 avril 1980, le coup d'État. 12 avril 1980, minuit. Monrovia. Le sergent-chef, Samuel Doe,
avec 17 soldats à crâne, entre en action. Objectif, l'Executive Mansion, le palais présidentiel. À l'intérieur, le président William Tolbert dort. Les soldats attaquent. Un affrontement éclate. Les gardes résistent. Mais ils ne sont pas nombreux. Les soldats sont supérieurs en nombre. Samuel Doe entre dans le palais. Il va dans la chambre de Tolbert. Un affrontement a lieu. Tolbert meurt. Le coup d'État réussit. 133 ans de règne américo-libérien prennent fin. Le lendemain, le 13 avril, Samuel Doe parle à la radio. « Peuple libérien, aujourd'hui vous êtes libérés. La dictature américo-libérienne est terminée. Maintenant les Libériens autochtones sont aussi propriétaires de ce pays. » Le peuple accueille cela avec joie. Il descend dans les rues, il danse, il chante. Pour la première fois, un Libérien autochtone est devenu leader. Samuel Doe se proclame général. Il crée le People's Redemption Council, PRC, le Conseil de rédemption du peuple. Un gouvernement militaire. Il suspend la Constitution. Il dissout le Parlement. Une nouvelle ère commence. 22 avril 1980. Les exécutions sur la plage. Mais 10 jours plus tard, le 22 avril, quelque chose de terrible se produit. 13 membres du cabinet de Tolbert sont arrêtés. Leurs crimes, trahison, corruption, violation des droits de l'homme. Un tribunal est établi. Mais ce n'est pas un tribunal normal. Un tribunal militaire. Les accusés n'ont pas droit à un avocat. Pas de droit à un jury, pas de droit à la défense. Verdict, peine de mort. Le 22 avril, tôt le matin, 13 hommes sont emmenés sur une plage à Monrovia. Ils sont attachés à des poteaux. Des milliers de personnes regardent. La foule, les caméras filment. Les exécutions ont lieu. Le monde est choqué. Les États-Unis protestent. Les Nations Unies condamnent. Les organisations de droits de l'homme réagissent. Mais Samuel Doe n'écoute pas. « C'est la justice », dit-il. « Ils ont exploité le peuple. Maintenant, ils sont punis. » Les années 1980, la dictature. Samuel Doe dirige le Libéria pendant 10 ans, de 1980 à 1990. Les premières années, le peuple le soutient. Notre leader, disent-ils. Un leader autochtone, mais lentement, tout change. Doe favorise l'ethnie crâne. Dans l'armée, dans le gouvernement, partout les crânes montent. Les autres ethnies sont exclues. La corruption augmente. Doe et ses hommes s'enrichissent. L'argent de l'État est volé. L'opposition est réprimée, la critique est interdite, les journaux sont fermés, la torture se généralise, des prisons secrètes s'ouvrent. Les gens commencent à disparaître, l'économie s'effondre, le chômage augmente, l'inflation monte, le peuple s'appauvrit. En 1985, une tentative de coup d'État a lieu. Le général Thomas Kiwonkpa, un commandant de l'ethnie Gio, se soulève contre Doe, mais il échoue. Doe est furieux, Kiwonkpa est tué, et Doe attaque les ethnies Gio et Mano. Ils ont soutenu Kiwonkpa, dit-il. Ce sont des traîtres. Des milliers de Gio et Mano sont tués. Des villages sont brûlés. Les gens fuient. Doe n'est plus le leader des Libériens autochtones, seulement le leader des crânes. 24 décembre 1989. La rébellion de Charles Taylor. 24 décembre 1989. Jour de Noël. Un groupe d'hommes armés entre au Libéria depuis la Côte d'Ivoire. Le leader, Charles Taylor, un ancien partisan de Doe, mais maintenant ennemi, Taylor a créé le National Patriotic Front of Liberia, NPFL, le Front patriotique national du Libéria. Son objectif, renverser Doe. Les hommes de Taylor s'emparent de villages, ils avancent, ils affrontent les soldats de Doe. En 6 mois, le Libéria entre en guerre civile. Le NPFL avance, l'armée de Doe recule. En juin 1990, le NPFL est aux portes de Monrovia. Doe est paniqué. Il est coincé dans son palais. Il ne peut pas sortir. La ville est assiégée. Une force de paix ouest-africaine appelée ECOMOG arrive, dirigée par le Nigeria. Ils essaient d'établir un cessez-le-feu. Mais il y a un problème. Il y a une scission au sein du NPFL. L'un des anciens commandants de Charles Taylor, Prince Yormi Johnson, fait sécession. Et il crée son propre groupe, l'INPFL, Independent National Patriotic Front of Liberia. Maintenant, il y a 3 groupes. L'armée de Doe, le NPFL de Taylor, l'INPFL de Johnson. Tout le monde se bat contre tout le monde. 9 septembre 1990. Le dernier jour, 9 septembre 1990, Samuel Doe se rend au quartier général de l'ECOMOG. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une réunion de paix. Le commandant de l'ECOMOG, le général Kwainou, donne des garanties à Doe. C'est sûr ici, venez. Doe y va avec une centaine d'hommes. Le bâtiment de l'ECOMOG dans le port de Monrovia. Ils arrivent. Les soldats de l'ECOMOG les accueillent. Ils prennent leurs armes.
Pour la sécurité, disent-ils. Do entre dans le bureau de Kwainu. Ses hommes attendent au dehors. Mais il y a un problème. Ce matin-là, il y a un changement de garde. Les forces nigérianes se sont retirées. Des forces gambiennes plus faibles sont arrivées. Juste à ce moment-là, les hommes de Prince Johnson arrivent, armés, préparés. Ils prennent d'assaut le bâtiment de l'Ecomog, ils neutralisent les hommes de Do. Un affrontement a lieu, mais il est bref. Les hommes de Johnson capturent Do. Do est en état de choc. « Je suis venu pour la paix », dit-il. « L'Ecomog devait me protéger », mais Johnson n'écoute pas. 12 heures. Do est emmené à la base militaire de Johnson. Là, il est interrogé pendant 12 heures. Johnson boit de la bière. Budweiser. Il est assis confortablement. « Où est l'argent ?» dit Johnson. « Où sont les comptes bancaires ?» Do ne peut pas répondre. Les hommes de Johnson sont brutaux. Do souffre. Tout est enregistré en vidéo. Finalement, Do meurt. Son corps est exposé dans les rues de Monrovia. La vidéo se répand dans le monde. Tout le monde la regarde. Tout le monde est choqué. La fuite de la famille. Quand Do est tué, son épouse Nancy et ses enfants sont au Liberia. Mais ils sont en danger parce qu'ils ciblent tous ceux de l'ethnie crâne. Les hommes de Taylor, les hommes de Johnson, tous cherchent les crânes. Nancy prend les enfants. Elle fuit dans l'obscurité de la nuit. Les voisins aident. Ils se cachent. Quelques jours plus tard, ils vont en Angleterre. Exil. Les enfants sont en état de choc. Papa est mort. La maison est partie. Le pays est parti. Tout est parti. En Angleterre, une nouvelle vie commence. Nouvelle langue, nouvelle école, nouvelle culture. Mais le traumatisme ne part jamais. 2000. Le désir de vengeance du fils. En l'an 2000, 10 ans plus tard, Samuel Canyon Do Jr. parle lors d'une réunion religieuse. Sa mère Nancy est à ses côtés. « Depuis 10 ans, j'ai de la haine en moi, dit-il, contre une personne en particulier. Il parle de Prince Johnson. Je veux me venger, mais en même temps, je veux nettoyer mes péchés. Je veux abandonner ma haine. » La foule écoute en silence. Le fils pleure, la mère pleure, mais ils ne se vengent pas. Ils choisissent le chemin du pardon. 2009. Réconciliation avec Johnson. Quelque chose d'intéressant se produit. Prince Johnson, en exil, accepte le christianisme. Un pasteur nigérian, T.B. Joshua, sœur de médiateur. Johnson se réconcilie avec la famille Do. « Je pardonne », dit Nancy Do. « Je suis pardonné », dit Johnson. En 2004, Johnson retourne au Liberia. Il entre en politique. En 2005, il est élu sénateur. La famille Do est choquée. L'assassin de papa est maintenant sénateur. Mais la vie continue. 2025, funérailles et conflits. Le 20 et 1 mai 2025, Nancy Do meurt, après une longue maladie. La même année, le corps de Samuel Do est retrouvé. Après 35 ans, le président Joseph Boakai décide. Il sera enterré avec des funérailles d'État. En juin 2025, la cérémonie funéraire a lieu, à Monrovia, puis ils vont à Grand Guédé, la région natale de Do. Mais la famille se dispute. Où sera-t-il enterré? Au village de Touzon, son lieu de naissance, à la ville de Zouedrou, où il a vécu. Le sénateur Zoé Penu, neveu de Do, dit Touzon. Les enfants, Samuel Junior, Fala Mami, disent Zouedrou. Les jeunes bloquent la rue. Il sera enterré à Zouedrou, disent-ils. Le président Boakai intervient. Zouedrou gagne. Do est enterré dans sa maison à Zouedrou, à côté de Nancy. Mais la famille est toujours divisée. Aujourd'hui, 4 enfants, 4 chemins. Samuel Canyon Do Jr., 45 ans. Il essaie de protéger l'honneur de son père. « Mon père n'était pas parfait, mais il a porté les Libériens autochtones au pouvoir, dit-il. » Varney Ézéchiel, Fala Doi, il agit avec son frère, l'un des porte-paroles de la famille. Véronica Mami Do, la fille aînée. Elle négocie avec le gouvernement. Elle travaille pour le réenterrement de son père. Celui dos à dos. Belle-fille, elle cherche la paix. « Je n'ai pas de rancune envers le peuple de Nimba, dit-elle. Nous nous sommes réconciliés avec la famille de Prince Johnson, dit-elle. 4 enfants, 4 approches différentes, mais tous portent la même douleur. Conclusion. La facture de la guerre revient aux enfants. Samuel Do a changé le Liberia avec le coup d'État de 1980. Dans le bon sens? Dans le mauvais sens? La réponse est complexe. Le bon côté, les Libériens autochtones sont arrivés au pouvoir pour la première fois. Le monopole américo-libérien a été brisé. Le mauvais côté, Do est devenu un dictateur. Il a dressé les ethnies les unes contre les autres. Il a détruit l'économie. Il a déclenché la guerre civile. 200 000 personnes sont mortes. 2 millions de personnes ont émigré. Le Liberia est devenu une ruine. Et les enfants? Ils étaient innocents. 6 ans, 8 ans, 10 ans. Leur père a été tué, leur pays a été détruit. Ils sont restés en exil pendant 35 ans. Aujourd'hui, ils ont la quarantaine. Ils ont porté un traumatisme toute leur vie. La famille s'est brisée. Certains voulaient se venger, d'autres ont demandé pardon. Mais tous ont appris la même leçon.
La violence politique, le coup d'État, la dictature, la facture revient toujours aux enfants. L'histoire de Samuel Doe est un avertissement. Le pouvoir corrompt. La dictature mène à la souffrance. Et ce sont surtout les enfants innocents qui souffrent. Imaginez que votre père soit un leader révolutionnaire. Il a renversé une dictature de 32 ans. Le peuple l'a accueilli comme un sauveur. Mais 4 ans plus tard, un mardi après-midi ordinaire, alors qu'il discutait avec son conseiller dans son bureau, un garde de 18 ans est entré. Il s'est approché comme s'il allait lui chuchoter quelque chose. Puis il a sorti son arme et a tiré. 4 balles dans l'abdomen. Votre père s'est effondré. Vous avez 29 ans. Votre sœur jumelle a 29 ans. Le pays est en guerre. Les ennemis sont partout. Et soudain, votre père est mort. 10 jours plus tard, vous êtes devenu président. Vous n'étiez pas prêt, mais il n'y avait pas d'autre choix. Voici l'histoire des enfants jumeaux de Laurent-Désiré Kabila. Le pouvoir, la peur et un héritage jamais désiré. Laurent-Désiré Kabila était l'un des leaders les plus controversés du Congo. Il est né le 27 novembre 1939. Dans sa jeunesse, il est devenu un guerriero. Pendant des décennies, il a combattu contre le dictateur Mobutu Sese Seko. En 1996, avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, il est passé à l'action. Le 17 mai 1997, il est entré à Kinshasa. Mobutu s'est enfui. Laurent-Désiré est devenu président. Le nom du pays est passé du Zaïre à la République démocratique du Congo. Le peuple a célébré avec joie. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps. L'année suivante, ses anciens alliés, le Rwanda et l'Ouganda, se sont retournés contre lui. La deuxième guerre du Congo a commencé. On l'a appelée la guerre mondiale de l'Afrique. 9 pays sont entrés en guerre. Plus de 5 millions de personnes sont mortes. Et les enfants de Laurent-Désiré Kabila ont grandi au milieu de ce chaos. Laurent-Désiré Kabila avait au moins 9 enfants avec sa femme Sifa Mahania, Joséphine, Cécile, Fifi, Sélémani, les jumeaux Jainet et Joseph, Zoé, Anina et Tétia. Mais l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est particulièrement celle de ses enfants jumeaux, Joseph et Jainet. Ils sont nés le 4 juin 1971. Leur père était alors un leader de guérilla dans les montagnes. Les enfants ont grandi en exil, en Tanzanie, en Ouganda. Quand leur père est devenu président, leur vie a changé. Mais le vrai changement est venu quand leur père a été assassiné, le 16 janvier 2001. Ce jour-là, Joseph avait 29 ans, Jainet avait 29 ans. 10 jours plus tard, Joseph est devenu président. Jainet est resté dans l'ombre. Tous deux sont restés sans père. Tous deux ont dû porter un lourd héritage. Joseph Kabila, le frère jumeau et président, Joseph Kabila Kabange est né le 4 juin 1971, avec sa sœur jumelle Jainet. Lieu de naissance, Hewabora, un petit village au sud Kivu. À l'époque, leur père Laurent-Désiré vivait dans des camps de guérilla. Il combattait contre Mobutu, mais il était faible, isolé. L'enfance de Joseph était chaotique. Il fuyait constamment, déménageait constamment. Il n'y avait pas de vie normale. Enfant, Joseph a été envoyé en Tanzanie, pour des raisons de sécurité. Là-bas, il est allé à l'école selon le système éducatif britannique. Il a appris l'anglais, il a appris le swahili, mais il n'a pas appris le lingala. Le lingala était la langue parlée à Kinshasa, la langue de la capitale. Cela allait devenir un problème pour lui plus tard, parce que le peuple de Kinshasa allait le considérer comme un étranger. Vers l'âge de 10 ans, la formation militaire a commencé. En Tanzanie, puis en Ouganda, il a étudié à l'université de Makerere, mais sa vraie formation était sur le champ de bataille. En octobre 1996, son père est passé à l'action. Pour renverser Mobutu, Joseph a également rejoint la guerre. Il avait 25 ans. Il a commandé une unité. Il y avait des enfants soldats dans son unité. On les appelait Kadogo. Joseph était un commandant silencieux. Il ne parlait pas, ne souriait pas. Les soldats lui avaient donné le surnom Hyphen. Et parce que son nom de famille s'écrivait avec un trait d'union, Kabila Kabange. Mais peut-être aussi parce qu'il était comme un fantôme. Il était partout, mais invisible. Le 17 mai 1997, son père est entré à Kinshasa. La victoire était remportée. Laurent-Désiré est devenu président. Joseph a été affecté à des fonctions militaires. D'abord envoyé en Chine, il a étudié à l'Université nationale de défense de l'APL. Puis il est revenu. Il a été nommé chef d'état-major adjoint de l'armée. Plus tard, il est devenu chef d'état-major des forces terrestres. Il avait 29 ans mais était déjà général. Mais les problèmes ne cessaient pas. En 1998, le Rwanda et l'Ouganda se sont retournés contre son père Laurent-Désiré. La deuxième guerre du Congo a commencé. Joseph était au cœur de la guerre. Il commandait, tuait, essayait de survivre. Le 16 janvier 2001, un mardi, début d'après-midi, un peu après 14 heures, le palais de marbre à Kinshasa. Laurent-Désiré était dans son bureau. Il parlait avec son conseiller économique, Émile Motta, à propos d'un sommet à venir avec la France. Son garde,
Rachidi Mizel a demandé la permission d'entrer. Rachidi avait 18 ans. C'était un ancien enfant soldat, un Kadogo. Il faisait partie de l'équipe de sécurité de Laurent Désiré. Rachidi s'est approché. Comme s'il allait chuchoter, Laurent Désiré s'est penché vers lui. À ce moment-là, Rachidi a sorti son pistolet. Il a tiré. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Toutes dans l'abdomen. Laurent Désiré s'est effondré. Du sang partout. Rachidi a tenté de s'échapper. Il s'est précipité hors de la pièce. Les autres gardes ont tiré. Rachidi a été touché. D'abord à la jambe, puis 2 fois de plus. Il est mort. 15 minutes plus tard, Laurent Désiré a été embarqué dans un hélicoptère, emmené dans une clinique à Kinshasa. Mais c'était trop tard. Cette nuit-là, il a été transporté par avion au Zimbabwe pour un traitement médical. Mais en réalité, il était mort. Le gouvernement l'a caché. Le 18 janvier, ils l'ont annoncé. Laurent Désiré Kabila est mort. Il avait 61 ans. Où était Joseph ce jour-là? On ne sait pas exactement. Mais quand il a appris la nouvelle, il est immédiatement retourné à Kinshasa. Il n'était pas aux côtés de son père quand celui-ci est mort. Il n'a pas pu lui dire adieu. Le gouvernement était en panique. Que va-t-il se passer maintenant? Qui sera président? Y aura-t-il un coup d'État? Une guerre civile va-t-elle éclater? Pendant 10 jours, des réunions ont eu lieu. Finalement, la décision a été prise. Joseph Kabila sera président. Le 26 janvier 2001, Joseph a prêté serment. Il avait 29 ans. Il est devenu le plus jeune leader du monde. Était-il prêt? Non. Mais y avait-il un autre choix? Non. L'armée lui était fidèle. C'était suffisant. Le premier discours de Joseph a été très bref, silencieux, sans émotion. Je poursuivrai la vision de mon père. J'apporterai la paix. Certains ont dit, ce garçon ne peut pas être un leader. Il est trop jeune. D'autres ont dit, cet homme est un agent rwandais. Son identité est même fausse. Parce qu'il y avait des rumeurs sur Joseph. Était-il vraiment le fils de Laurent Désiré? Ou était-il un Tutsi rwandais? Personne ne le savait avec certitude, mais Joseph a surpris tout le monde. Il a lancé des négociations de paix, il a parlé avec le Rwanda, avec l'Ouganda, l'accord de Pretoria de 2002, l'accord de paix de 2003. Lentement, la guerre a pris fin. 5 millions de personnes étaient mortes, mais maintenant, les armes se taisaient. En 2006, des élections ont été organisées, les premières élections démocratiques de l'histoire du Congo. Joseph Kabila a gagné. Maintenant, il n'était pas seulement président par la force militaire, mais par le vote du peuple. Il était marié à Olive Lembe. Ils ont eu des enfants, mais il les a gardés secrets. Leur nom, leur nombre même n'était pas connu. Parce que Joseph gardait tout secret, il a également gagné les élections de 2011. Un deuxième mandat a commencé. Oh, mais les problèmes ont également commencé. La corruption a augmenté, l'opposition a été réduite au silence. Des journalistes ont été tués. Joseph et sa famille se sont enrichis. Des sociétés minières, des sociétés de télécommunications, des terres. Ils ont gagné des milliards. En 2016, le deuxième mandat de Joseph devait se terminer. La Constitution n'autorisait pas un troisième mandat. Mais Joseph n'a pas organisé d'élection. Le peuple a commencé à manifester. « Kabila, dégage !» criait-il. Les forces de sécurité ont ouvert le feu. Des centaines de personnes sont mortes. Finalement, en décembre 2018, des élections ont été organisées. Joseph n'était pas candidat. Félix Tshisekedi a gagné. Le 24 janvier 2019, Joseph Kabila a quitté la présidence. Après 18 ans. Mais a-t-il vraiment quitté le pouvoir? Non. Joseph est toujours le leader de l'ombre du Congo. Le Parlement lui est fidèle. Le monde des affaires lui est fidèle. L'armée lui est fidèle. Tshisekedi est président, mais Joseph est toujours puissant. Aujourd'hui, Joseph Kabila a 54 ans. Il vit dans ses propriétés à Kinshasa et Lubumbashi. Il a des élevages de chevaux. Il apparaît rarement. Il ne parle pas. Mais tout le monde sait qu'il contrôle toujours le pays. Quel est le plus grand héritage de Joseph? A-t-il apporté la paix? En partie. A-t-il apporté la démocratie? En partie. A-t-il apporté la corruption? Certainement. Aujourd'hui, la fortune de Joseph Kabila se chiffre en milliards de dollars. Son père était un chef de guérilla, il vivait dans les forêts, son fils est devenu milliardaire. La plus grande question sur Joseph Kabila reste sans réponse. Est-il vraiment le fils de Laurent Désiré? Y a-t-il un test ADN? Non. Son identité est-elle fausse? Peut-être. Mais la vérité est que Joseph Kabila soit ou non le vrai fils de Laurent Désiré, il porte l'héritage de son père. Le pouvoir, le sang, la survie. Jainet Kabila, la jumelle dans l'ombre. Jainet Désiré. Kabila Kyungu est née le 4 juin 1971, la sœur jumelle de Joseph. Le même jour, la même heure, le même village. Hewa Bora, Sud Kivu. 2 bébés, dans un camp de guérilla. Leur père Laurent Désiré était alors un insurgé sans pouvoir. Leur mère Sifa Mahania les a portés, mis au monde, élevés. L'enfance de Jainet était aussi difficile que celle de son frère. Elle a grandi en exil, en Tanzanie, en Ouganda. Il fuyait constamment, se cachait constamment.
Elle n'a pas pu aller à l'école correctement. Il n'y avait pas de vie normale. Pendant que Joseph suivait une formation militaire, Jaynet a suivi un chemin différent. Elle n'est pas allée à la guerre. Elle n'est pas passée au premier plan. Elle est restée dans l'ombre. C'était peut-être intelligent. Parce qu'au Congo, être invisible est parfois le seul moyen de survivre. En mai 1997, son père est devenu président. Joseph a rejoint l'armée. Qu'a fait Jaynet? Personne ne le sait. Il n'y a pas de dossier, pas de photos, comme si elle n'avait jamais existé. Le 16 janvier 2001, son père a été assassiné. Où était Jaynet ce jour-là? À Kinshasa ou ailleurs? Personne ne le sait. A-t-elle assisté aux funérailles? Probablement oui, mais elle n'était pas sur les photos. Elle est restée dans l'ombre. Quand Joseph est devenu président, Jaynet avait 29 ans. Son frère lui a-t-il dit « Travaille avec moi, prends un poste au gouvernement ?» Non, Jaynet n'est pas entrée en politique. Elle a choisi un chemin différent, le monde des affaires. Jaynet s'est mariée, mais le mariage s'est fait discrètement. Il n'y a pas eu de couverture médiatique. Elle a eu des enfants. Combien d'enfants a-t-elle? Personne ne le sait. Parce que Jaynet garde tout secret. En juin 2001, quelques mois après que Joseph soit devenu président, Jaynet a créé une société, Keiratsu Holding Limited, sur l'île de Niue dans le Pacifique. Quand les Panama Papers ont été divulgués, cela a été révélé. En avril 2016, Jaynet était actionnaire de Vodacom Congo, indirectement. 9,6% des parts, dans la plus grande société de télécommunications du Congo. Mais ce n'était que le début. Au fil des ans, l'empire commercial de Jaynet s'est développé. Des sociétés minières, des mines de cobalt, de cuivre, de diamants, plus de 100 permis miniers, une société appelée Acacia, Kwango Mines. Tout était sous le contrôle de Jaynet, ou sous le contrôle de Jaynet et de ses frères et sœurs. En novembre 2011, Jaynet a franchi une autre étape. Elle s'est présentée aux élections législatives, elle a gagné, elle est devenue députée, son frère Joseph président, elle députée. Un autre frère, Zoé, a également été élu député. La famille Kabila avait pris le contrôle du Parlement. Jaynet est devenue présidente de la Commission de la Défense et de la Sécurité au Parlement en 2019. Mais elle restait silencieuse. Elle ne donnait pas d'interview. Elle n'apparaissait pas dans les médias. Elle faisait juste son travail. Silencieusement, dans l'ombre, Jaynet était présidente de la fondation Laurent-Désiré Kabila, la fondation créée au nom de son père. Mais dans les années 2020, les problèmes ont commencé. Après que Félix Tshisekedi soit devenu président, les relations avec Joseph se sont détériorées. Jaynet est devenue une cible. Le 30 janvier 2020, Jaynet était sur le point d'embarquer dans un avion à l'aéroport de Ndjili. Elle allait en Afrique du Sud. Un agent de la Direction générale de la migration est entré dans l'avion. Il a interrogé Jaynet pendant quelques minutes. Les avocats de Jaynet étaient à ses côtés. Ils ont protesté. C'est ainsi qu'on traite un député? Mais l'agent ne s'est pas préoccupé. Le 5 février 2020, la coalition de Joseph Kabila, le FCC, s'est réunie. Ils ont discuté de l'affaire Jaynet. C'est une provocation, ont-ils dit. Mais ils n'ont pas répondu. Ils sont restés silencieux. Le 15 mars 2024, Jaynet a été convoquée au centre de renseignement militaire. Elle a été interrogée pendant plus de 4 heures. Le même jour, le bâtiment de la fondation Laurent-Désiré Kabila a été perquisitionné par des soldats. Jaynet a protesté. Vandalisme, a-t-elle dit. Mais personne n'a écouté. Que fait Jaynet aujourd'hui? Femme d'affaires, mines, télécommunications, immobilier. Mais tout est dans l'ombre, ces sociétés sous d'autres noms. Jaynet ne passe jamais au premier plan. Pourquoi? Parce qu'au Congo, être puissant signifie être une cible. Et Jaynet le sait. Elle a vu comment son père a été tué, elle a vu comment son frère est devenu une cible, c'est pourquoi elle se cache, reste silencieuse, devient invisible. Quelle est la relation de Jaynet avec son frère? Très proche. Jaynet est la conseillère de Joseph, sa représentante dans le monde des affaires. Mais personne ne le sait parce que la famille Kabila n'ouvre jamais ses portes à personne. Aujourd'hui, Jaynet a 53 ans. Vit-elle à Kinshasa? Peut-être. À l'étranger? Peut-être. Comment vont ses enfants? Personne ne le sait. L'histoire de Jaynet Kabila est en fait un point d'interrogation. Nous savons seulement qu'elle existe, puissante, riche. Mais comment vit-elle? Que pense-t-elle? Que ressent-elle? Nous n'en avons aucune idée. Jaynet est peut-être la personne la plus intelligente de la famille, parce qu'elle a compris. Au Congo, être invisible est le moyen de survivre. Son frère, Joseph, est monté sur le trône. Il est devenu puissant, mais aussi une cible. Jaynet essaie restée dans l'ombre. Personne ne la voit, mais elle est partout. C'est peut-être ça le vrai pouvoir. Être puissant, sans être vu. Kabila, Joseph et Jaynet, ils sont nés le 4 juin 1971, dans un camp de guérilla. Ils ont grandi en exil. Leur père est devenu président, puis il a été assassiné par un garde de 18 ans. 4 balles. Le 16 janvier 2001, Joseph est devenu président à 29 ans.
Il n'était pas prêt, mais il devait l'être. Il a dirigé le pays pendant 18 ans. A-t-il apporté la paix? En partie. A-t-il apporté la corruption? Certainement. Aujourd'hui, il est milliardaire, mais est-il heureux? Personne ne le sait. Jainet n'est jamais entrée en politique. En fait, si, mais elle est restée dans l'ombre. Elle est devenue députée, mais n'a jamais parlé. Elle est devenue femme d'affaires, mais n'est jamais apparue. Était-ce intelligent? Peut-être. Parce qu'au Congo, être invisible est parfois le seul moyen de survivre. Quel est l'héritage de Laurent-Désiré Kabila? Il a renversé Mobutu? Oui. Mais ensuite, qu'est-il arrivé? 5 millions de personnes sont mortes. Les richesses du Congo ont été pillées. La démocratie n'est pas venue. Seul le pouvoir a changé. Et ce pouvoir est maintenant entre les mains de son fils. Joseph et Jainet sont toujours en vie. Joseph a 54 ans, Jainet 53. Tous deux au Congo. Et tous deux ont des enfants, mais ils les gardent secrets. Que se passera-t-il quand ces enfants grandiront? Eux aussi porteront le nom de Kabila. Sera-ce un honneur ou un fardeau pour eux? Le temps nous le dira. Mais une chose est certaine. L'histoire du Congo a été écrite avec le sang de la famille Kabila. Le sang de Laurent-Désiré a été versé le 16 janvier 2001. Et ce sang est toujours sur le sol du Congo. Il n'a pas été oublié, il n'a pas été pardonné. Joseph et Jainet avaient 29 ans quand leur père est mort. L'un est monté sur le trône, a pris le pouvoir, est devenu le maître de l'héritage. L'autre est resté dans l'ombre, a vécu en silence, est devenu invisible. Tous deux ont survécu. C'est peut-être là la plus grande réussite des enfants Kabila. Dans un pays comme le Congo, dans un jeu comme le pouvoir, survivre. Quand leur père a été assassiné, qui a fait cela? Rachidi Mizelle, un ancien enfant soldat de 18 ans. Mais qui a donné l'ordre? Le Rwanda? L'Ouganda? Ses propres hommes? 24 ans ont passé. Personne ne le sait encore. 135 personnes ont été jugées. 26 personnes ont été condamnées à mort. Mais les vrais tueurs ont-ils été trouvés? Peut-être pas. En 2021, le président Félix Tshisekedi a gracié tous les condamnés. Ils avaient passé 15 ans en prison. Ils étaient peut-être innocents, mais personne ne le sait. L'assassinat de Laurent-Désiré Kabila reste l'un des plus grands mystères du Congo. Joseph et Jainet ont-ils résolu ce mystère? Savent-ils qui a vraiment tué leur père? Peut-être le savent-ils, peut-être ne le savent-ils pas, mais ils ne le disent pas. Parce qu'au Congo, certaines choses ne se disent pas. Certaines vérités restent enterrées, comme leur père, dans une tombe, dans un secret. Aujourd'hui, la tombe de Laurent-Désiré Kabila est à Kinshasa. 23 ans plus tard, un mausolée monumental a été construit. Mais Joseph et Jainet n'y vont pas souvent. C'est trop douloureux. Trop dangereux peut-être, parce que leur père a été assassiné et les tueurs sont toujours en liberté. Les jumeaux, nés le même jour mais ayant choisi des chemins différents. Joseph dans la lumière, Jainet dans l'ombre. Joseph parle, Jainet se tait, Joseph est connu de tous, Jainet n'est connu de personne. Mais tous deux sont puissants, tous deux sont vivants, tous deux portent l'héritage de leur père. Que nous ont appris les enfants de Laurent-Désiré Kabila? Qu'un héritage de pouvoir n'est pas facile. Parfois, il ressemble à un cadeau, mais c'est en réalité une malédiction. Parce que le pouvoir apporte le sang, la trahison, la douleur. Et au Congo, le pouvoir signifie risquer sa vie. Joseph l'a appris, Jainet l'a appris. Et tous deux ont choisi de survivre, chacun à sa manière.